Eh ben, écoutez, merci à vous d'être venus si nombreux à ma rencontre et à la rencontre du Cercle Aristote. J'en suis très flatté, très honoré, de même que je suis honoré, si vous voulez, que mon livre ait été édité dans la collection Cercle Aristote des éditions Jean-Cyril Godefroy, parce que, vous le savez, vous connaissez Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui est très exigeant d'un point de vue qualité. Alors, je me sens quand même un petit peu honoré d'avoir été retenu pour figurer dans cette collection. Alors, on va commencer l'exposé sur mon livre qui s'appelle donc « La chute finale, l'Occident survivra-t-il » Alors, je voudrais commencer par quelques petits préalables. D'abord, la chute finale, l'Occident survivra-t-il ? Ce n'est pas un plagiat d'Olivier Todd, vous l'avez compris, c'est un clin d'œil, puisqu'Olivier Todd avait écrit ce fameux livre en 1976, La chute finale, pour anticiper la chute de l'Union soviétique en 1976. Or, en 1976, les plus anciens parmi vous, il n'y en a pas tant que ça, parce que je vois beaucoup de jeunes, hein, c'est formidable. Eh bien, en 1976, tout le monde pensait que l'Union soviétique allait s'imposer partout. L'Union soviétique avait l'air véritablement dominante, avait l'air chaque fois de conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux pays, de bousculer un peu plus l'Occident. Et puis finalement, elle s'est écroulée 13 ans après. J'ai probablement moins de mérite qu'Olivier Todd, parce que moi, mes livres sur l'Occident remontent à peu près à 7 ans, le premier livre que j'ai écrit, vers la chute de l'Empire occidental, qui était une analyse de situation de l'Occident d'un point de vue géostratégique et économique sur la planète. Donc là, je faisais un petit peu un descriptif de la place de l'Occident qui me semblait de plus en plus érodée. Et puis, dans un autre livre qui s'appelait « Le crépuscule de l'Occident », j'essayais d'analyser les causes, en partie économiques, du déclin de l'Occident. Alors, deuxième petit préalable, j'écris beaucoup sur un Occident défaillant. Je tiens à vous le dire, je ne suis pas un maniaco-dépressif. Je ne vois pas la vie en noir, je ne bois pas du noir, ma femme ne s'est pas barrée, comme on m'a dit dans certains commentaires. Sachez-le, je ne fais qu'une simple analyse de la situation, mais croyez-moi, je suis plutôt un bon vivant. Si malheureusement je fais ces constats, c'est à mon corps défendant, et j'aimerais mieux pouvoir vous parler de choses qui vont bien et qui, je dirais, nous porteront un peu plus en avant. Malheureusement, quand je regarde les choses objectivement, ce n'est pas le cas. Et les précédents livres que j'ai écrits, qui remontent à 2016 et à 2017, ben, hélas, si vous voulez, je ne renie pas une seule des lignes que j'ai écrites, parce qu'il me semble, et probablement vous aussi, que la situation ne cesse d'empirer d'année en année, et que s'il y a 7 ans, je parlais de choses qui pouvaient sembler abstraites aux yeux des gens, parce que finalement, bon, on continue à vivre. Ben, aujourd'hui, on voit bien quand même que nous avons des problèmes que nous n'avons jamais rencontrés. Des problèmes incroyables, et encore il y a quelques années, dans nos vies personnelles, dans des analyses de politique ou des événements politiques internationaux ou économiques qui se produisent, nous vivons une situation très particulière qu'en tout cas ma génération n'a jamais connue, et vos générations, vous qui êtes pour la plupart beaucoup plus jeunes, n'ont jamais connue. Alors je voudrais déjà poser un premier préalable. Qu'est-ce que l'Occident ? Parce qu'à chaque fois on me dit, oui, c'est quoi l'Occident pour vous ? Est-ce qu'il y a tel pays, pas tel pays ? Bon. Pour moi, l'Occident, ben, ce n'est pas moi qui va faire la définition. Hein. C'est l'Europe de l'Ouest avec la Pologne, la Hongrie, etc., l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. En cela, je reprends la définition qu'a faite Philippe Nemo dans un livre formidable qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?» et qui exclut, par exemple, de la sphère occidentale un pays comme la Russie. Pourquoi ? Ben, parce que l'Occident, selon Philippe Nemo, c'est la civilisation qui a vécu et assimilé 5 étapes essentielles de son histoire qui l'ont façonné, qui ont modelé sa personnalité singulière. Ces 5 étapes, c'est quoi ? D'abord, la Grèce antique. La Grèce antique, son humanisme, son esprit, sa rationalité, sa sensibilité, sa créativité. La Rome antique, avec en particulier, c'est Philippe Nemo qui le dit, enfin le point essentiel qu'il relève, c'est le droit romain. Parce que le droit romain, c'est un droit écrit qui s'applique à l'échelle d'un empire très vaste, et c'est un droit qui finalement définit des règles qui protègent des individus, qui leur donnent un cadre et qui les libèrent d'une certaine forme, je dirais, d'arbitraire de l'État, même si évidemment on est encore loin, bien entendu, du droit que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est l'amorce d'un droit écrit qui protège les individus. Troisième étape, le christianisme. Le christianisme qui est une religion de liberté, de responsabilité, et qui, à travers l'incarnation, parce que c'est quand même la seule religion où Dieu se fait homme, eh bien, cette religion, elle sacralise l'être humain, elle sacralise l'individu, et donc elle donne une tournure particulière à la civilisation occidentale.
Quatrième étape, les réformes du pape Grégoire le Grand et l'esprit de saint Thomas d'Aquin, donc au XIe, XIIe siècle, qui fait rentrer dans le cercle de la raison un christianisme qui avait connu durant des siècles une dérive mystique. Et tout ceci débouche sur quoi? Sur la cinquième étape, les révolutions libérales des XVIIIe et XVIIIe siècles. Alors, pourquoi la Russie n'entre pas dans ce cadre-là? Selon Philippe Nemo, tout simplement parce que les 2 dernières étapes de la marche de l'Occident vers son identité actuelle, eh bien, elle ne les a pas vécues. Voilà. Alors, durant tout le livre et tout l'exposé, je tiens à vous le dire, je ne porte pas de jugement de valeur pour savoir si l'Occident mérite un retour de bâton, après avoir colonisé, fait du mal à tout le monde, etc. Parce que c'est les commentaires que je vois à chaque fois que je fais une émission de télé. Alors je vois des tas de commentaires. Ah ben oui, mais c'est bien fait pour vous, les Occidentaux, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Bon, ça émane toujours de gens qui vivent ici, qui parfois sont originaires d'autres civilisations, mais enfin, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont ici. Que si l'Occident s'écroule, ben, ils vont subir les problèmes, les pénuries que nous avons aujourd'hui, qui sont une des manifestations du déclin de l'Occident, ben, eux aussi ils vont les vivre, eux aussi les subissent. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur. Je me pose en occidental, qui analyse la place, la puissance et l'état de sa civilisation dans le monde, et qui en vient à tirer la sonnette d'alarme face à une dégradation terrible qu'elle me semble subir depuis des années et des années. Et je ne suis pas là pour émettre des jugements de valeur sur comment le monde devrait être. Je me contente de parler en défenseur d'un Occident en perte de vitesse et même, je dirais aujourd'hui, selon moi, en danger de mort. Alors, une fois cela posé, je pars d'un troisième présupposé. L'Occident, c'est une civilisation parmi les autres, mais pour moi, c'est bel et bien la civilisation d'exception. Elle est unique, elle est à part, elle est particulière. Ce n'est pas une civilisation comme les autres. Ce n'est pas tout à fait une civilisation comme les autres. Pourquoi? Déjà, c'est l'Occident qui a dévoilé le monde dans sa globalité, qui a conçu le monde tel que nous le connaissons et qui désormais part même à la découverte du reste de l'univers. C'est l'Occident, et lui seul, qui est la seule civilisation à avoir planté son drapeau sur tous les continents, à ce jour, au jour où je vous parle. C'est aussi l'Occident qui porte une créativité, une inventivité, un dynamisme à nul autre pareil. On le sent, on le pressent. On n'ose plus vraiment le dire, d'abord par égard pour les autres, bien. Et puis également parce qu'on a peur d'être traité de suprémaciste blanc. L'Occident a quelque chose de plus que les autres, et même en déclin, même haï, c'est vers lui que se tournent tous les regards. Et c'est sa société qui fait encore envie. Pourquoi? Parce que c'est la seule société à proposer à la fois un niveau de prospérité encore enviable, au moins apparent, enfin de mon point de vue apparent, mais enfin, c'est là et c'est bien là, c'est ce que les gens voient, et puis un niveau de liberté qu'aucune autre civilisation ne connaît. Donc l'Occident a beau être haï, critiqué, vilipendé de par le monde, eh bien tout le monde envie quand même notre civilisation, et c'est probablement pour ça qu'elle attire autant de tous les côtés, et qu'elle imprime encore au monde sa marque et ses évolutions. Et la révolution numérique en est l'une des dernières manifestations. C'est quand même toujours nous qui donnons le là. L'Internet, c'est quand même nous qui l'avons inventé. Enfin, nous, ça part des États-Unis, et c'est donc nous qui avons fait rentrer le monde dans une nouvelle ère d'évolution qui n'a pas encore porté tous ses effets. C'est donc la civilisation d'exception que nous devons aujourd'hui, nous tous, et vous les jeunes en particulier, sauver du désastre qui se profile. Et c'est ce que je dis sur certaines antennes, des antennes populaires, où l'on me laisse encore m'exprimer. Mais ça me vaut, moi aussi, d'être taxé de suprémaciste, très souvent. Vous voyez, je vois tous les commentaires, etc. Je ne réponds pas parce que, de toute façon, toute ma vie prouve le contraire. Pourquoi la civilisation est la civilisation d'exception? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Je vais peut-être vous faire hurler. Parce que selon moi, et selon d'autres penseurs, comme Louis Dumont, comme Habermas, la singularité de l'Occident, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres? Mais différent de toutes les autres. C'est l'individualisme. L'Occident est la seule civilisation à donner le primat à l'individu par rapport au groupe. Et c'est ça qui le distingue des civilisations holistes, où seul le collectif est valorisé et où l'individu est un rouage du collectif. Là encore, il faut faire attention aux mots, parce que l'individualisme,
c'est de nos jours un terme qui est dévoyé, qui est décrié, qui est voué aux gémonies. L'individualisme, on considère que c'est même ça qui est l'une des sources des problèmes qui nous touchent. Mais en fait, l'individualisme occidental, il remonte à la Grèce antique. Il se renforce et il s'impose avec le christianisme. Et cela, Habermas, qui était lui-même athée, le souligne avec force. Et cet individualisme, il fleurit durant la Renaissance, et finalement, il débouche sur les révolutions libérales du XVIIIe siècle. L'individualisme, il faut bien le comprendre, c'est une forme d'intuition de l'Occident. Cette intuition, c'est quoi? C'est que l'individualisme est le moteur de la créativité occidentale, le moteur d'une créativité à nul autre pareil, parce qu'on sent que c'est en laissant les individus s'exprimer, agir selon leur volonté, faire ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, c'est ça qui est porteur de créativité, c'est ça qui va faire que nous allons être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus inventifs que tous les autres. Dans les autres civilisations, l'individu doit souvent s'effacer pour laisser vivre le corps social, le laisser se pérenniser dans sa nature préexistante. Et les évolutions sont souvent bien moins rapides dans les autres civilisations du fait qu'elles sont holistes, c'est-à-dire que c'est le groupe et la transmission du passé et la transmission, je dirais, de la société dans son état qui prime. C'est pour cela, cet individualisme, que la science politique s'est épanouie en Occident bien plus qu'ailleurs. Parce que la créativité occidentale, elle bouscule systématiquement l'ordre social. Elle remet continuellement en question les fondements d'une société, remet en question sa façon de vivre, sa façon d'être. Elle repose perpétuellement la question de l'organisation du collectif, toujours bousculée par la nouveauté que cet individualisme apporte. Le paroxysme de tout cela, de ce bousculement des choses, de l'ordre des choses, c'est ce qu'on appelle en économie le processus de destruction créatrice qui s'épanouit dans l'économie capitaliste. Une innovation vient changer la donne, rend obsolètes des modes de production et des entreprises qui étaient pourtant prospères, qui étaient considérés comme essentiels et qui vivaient très bien comme ça, et ça change l'ordre des choses, ça remet en cause, je dirais, la hiérarchie de la puissance au sein de l'économie. Ça bouscule tout. Et l'Occident a toujours, au cours des siècles passés, privilégié ce bousculement des choses au fait de rester statique et dans le passé. Et on a vu, pas plus tard que récemment, une société comme Kodak s'écrouler parce qu'elle avait raté le tournant du numérique. C'est le processus de destruction créatrice de l'Occident qui fait que, même si un secteur s'écroule parce qu'il devient obsolète, on le laisse s'écrouler parce qu'on sait que derrière, la nouveauté va amener beaucoup plus de choses. Cet Occident si créatif, encore aujourd'hui, cet Occident qui domine le monde depuis des siècles, est pourtant aujourd'hui dans une crise très grave, et une crise, à mon avis, inédite. Une crise qui ne ressemble pas aux autres crises qu'on a pu connaître. Pourquoi? Parce que pour la première fois, l'Occident a toujours connu des crises, mais pour la première fois, il y a en face de nous des puissances concurrentes, redoutables, qui pourraient relever le défi et qui pourraient nous supplanter. C'est la première fois que ça arrive. À quoi voit-on, comment mesurer l'état du déclin? Eh bien, d'un point de vue économique, c'est très simple, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1990, l'Occident représentait 75% du PIB mondial. 75%. Est-ce que vous savez combien il représente aujourd'hui? 47%. On a perdu, en part relative, à peu près un tiers de notre hégémonie économique sur le monde en 30 ans. C'est-à-dire un saut de puce à l'échelle de l'histoire. Et puis, il y a un deuxième marqueur qui, à mon avis, est frappant, c'est la succession des crises qui se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu depuis 1973, de plus en plus rapproché. C'est-à-dire que, si vous observez bien, il y avait eu une grave crise, vous le savez tous, en 1929, et puis après, il n'y a plus de grosses crises financières, il n'y a plus d'écroulement de nos économies. Depuis 1973, donc nous avons eu la crise de 1973, choc pétrolier dû à quoi? Au fait qu'on ne maîtrise plus tous ces pays qui étaient nos colonies, qui sont des producteurs de pétrole et qui nous envoient un coup de pied dans les jambes en bloquant la production et en faisant monter les prix à nos dépens. Il y a eu un deuxième choc pétrolier en 1979
ce sont les mollahs iraniens qui renversent un régime parmi les alliés les plus sûrs de l'Occident, qui était le régime du Shah d'Iran. Eh bien, renversement de ce régime, deuxième choc pétrolier, l'Occident est encore plongé dans la crise. Donc, deux problèmes qui, en fait, trouvent leurs origines dans un manque de maîtrise de la géostratégie que l'Occident dominait jusqu'à présent sans aucun problème. Et puis, 1993, donc 14 ans après, nouvelle crise qui est, je dirais, la queue de comète de la première guerre du Golfe. Puis, 7 ans après, nouvelle crise, éclatement de la bulle Internet. Alors là, ce n'est pas une crise exogène, c'est-à-dire qui est liée à des questions géostratégiques, c'est une crise endogène, mais une crise qui est endogène, mais qui révèle quand même, à mon humble avis, un certain tropisme de l'Occident pour l'utopie, pour des choses qui, finalement, un décrochage de la réalité qui se manifeste dans l'économie. Parce qu'à l'époque, donc Internet venait d'apparaître. Que s'est-il passé? Vous avez des investisseurs qui ont commencé à distribuer de l'argent à tire-larigot et n'importe comment. Vous aviez, pas loin d'ici d'ailleurs, juste derrière, des jeudis saints, je crois, qui étaient organisés tous les jeudis, où des jeunes investisseurs rencontraient, des jeunes créateurs de start-up rencontraient des investisseurs. Et alors, par exemple, ils disaient, nous, on a besoin de peut-être 1 million d'euros, vous voyez. Et les investisseurs disaient 1 million d'euros, mais non, c'est pas assez, on vous en donne 3, 4, 5, etc. Pourquoi tout ça? Parce qu'on croyait que finalement, Internet allait tout balayer, que ça allait tout changer, ça allait complètement faire éclater l'économie traditionnelle en 2 coups de cuillère à peau. Et donc, on croit, si vous voulez, à une utopie d'un secteur qui va vraiment exploser, qui va créer de la richesse de lui-même. Et la bulle Internet, au bout de 4-5 ans, a explosé au tout début des années 2000. Et puis, il y a eu la crise des subprimes. Alors, la crise des subprimes, là aussi, c'est un facteur endogène, vous le savez, c'est suite, je dirais, à l'effondrement des tours en 2001, des tours jumelles, la gouvernance américaine qui veut relancer la croissance avec des crédits immobiliers, la construction, donc on donne des crédits à tout le monde, même les gens qui ne sont pas solvables, et puis finalement, tout ça s'écroule, parce que tout simplement, les gens ne peuvent plus payer. Et puis alors, tout ça entraîne la spéculation folle qui s'est développée, parce que, évidemment, vous le savez, l'Occident a de plus en plus dérégulé le monde de la finance et lui a laissé prendre une importance qui va bien au-delà de ce qu'elle devrait avoir. Nous avons donc une explosion du monde de la finance liée à la spéculation. Et donc ça, c'est révélateur de quelque chose, à mon avis, de très important, qui est plus ou moins en lien avec l'éclatement de l'abus Internet, c'est la mutation d'un capitalisme productiviste vers un capitalisme de spéculation. Voilà. C'est-à-dire que petit à petit, nous avons quitté notre capitalisme à papa, celui des investisseurs, qui épargnaient, qui investissaient, la production, les ouvriers, etc. Et tout se passait sur place, vers un capitalisme de spéculation, de coûts, d'opportunisme, sauf que c'est un capitalisme qui, en soi, ne produit pas de la richesse réelle, ne produit que des expédients, ou en tout cas une grande partie d'expédients. C'est un capitalisme qui ne produit pas du travail pour l'essentiel de la population. C'est un capitalisme en quelque sorte hors sol, qui n'est plus partagé par la majorité de la population. Et puis est venue la crise des dettes souveraines. Alors la crise des dettes souveraines, elle est liée à quoi? Elle est liée, bien entendu, au surendettement des États. Elle est provoquée par, évidemment, cette bulle financière qui attaque, qui reprend sa spéculation comme si de rien n'était. Une fois qu'elle a été renflouée par les États, eh bien, la spéculation, donc la finance internationale, attaque les États qui s'étaient surendettés pour la sauver. C'est pas mal, moralement, c'est pas terrible, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quel est le fond du problème? Le fond du problème, il est de 2 ordres. Premièrement, le surendettement des États. Bon, prenez un pays comme la France. La France, en 1981, je prends cette date à dessein, puisque vous savez que c'est l'arrivée des socialistes au pouvoir, je parle pour les plus jeunes, la France était endettée de l'ordre de 20% de son PIB. Aujourd'hui, c'est 120%. Et finalement, tous les pays, plus ou moins rapidement, ont suivi la même pente. Mais vous avez un auteur extrêmement fameux qui a sorti un livre extraordinaire, qui est Paul Kennedy, qui avait publié dans les années 90 un livre qui s'appelait « Naissance et déclin des grandes puissances ». Et qu'est-ce qu'il disait dans ce livre? Il disait qu'il y a un point commun dans toutes les puissances qui s'effondrent. Alors il cite la Rome antique, il cite la République de Venise, il cite l'Ancien Régime en France.
Il cite l'Espagne après le siècle d'or qui s'est effondré, etc. Mais le point commun, il est simple, c'est que ce sont des États qui arrivent dans une situation de surendettement. C'est le surendettement qui provoque finalement l'écroulement de ces régimes-là. Et pourquoi? Parce que l'endettement, c'est toujours, je dirais, un expédient, un cautère sur une jambe de bois. C'est une civilisation qui a un malaise, qui ne va plus bien, qui a des problèmes. Et l'endettement, ça sert à camoufler ces problèmes et à s'en sortir. Par exemple, l'Empire romain, l'endettement, c'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'il fallait payer des tributs toujours plus lourds aux peuples barbares qui étaient là, qui étaient présents sur le territoire et qui finalement, tout en prétendant assurer la sécurité de l'Empire, racketaient l'Empire. Donc, manipulation monétaire, endettement, l'Empire romain donc, est arrivé à cette situation quasiment de faillite. L'Ancien Régime, vous connaissez, l'Empire d'Espagne, vous le savez, c'est lié à toutes les guerres qui ont été menées durant tout le XVIe et le XVIIe siècle, qui ont coûté extrêmement cher et qui donc ont provoqué le surendettement du pays. La République de Venise avait perdu ses comptoirs commerciaux en Orient, et puis le commerce était déporté du côté atlantique, et tout ça a été camouflé. On maintient le niveau de vie, on maintient le niveau de la civilisation avec de la dette. Sauf que tout ça, la dette, si vous voulez, c'est un palliatif, c'est de la drogue, si vous voulez. Ça nous permet de nous faire croire que tout va bien. Et jusqu'à une date récente, ça permettait de nous faire croire que tout va bien. Mais en fait, c'est une drogue. Et jusqu'à l'année dernière, rappelez-vous, on nous racontait ça sur les plateaux de télé. Hein, j'ai répondu en mai, je crois, 2021, dans Boulevard Voltaire, à un rapport qu'avait pondu Jean Tirole et Olivier Blanchard. Alors, Jean Tirole, vous le savez, c'est le prix Nobel d'économie. Alors on m'avait dit, mais qui tu es pour répondre à un prix Nobel d'économie? Mais oui, mais quand le prix Nobel d'économie raconte des calembredaines, et que visiblement, il les raconte, pas forcément qu'il y croit lui-même, vous voyez, mais c'est peut-être qu'on lui a dit de dire ça. Jean Tirole, l'année dernière, il avait raconté que la dette, c'est pas un problème. C'est pas un souci, tout va bien. Il faut s'endetter parce que les taux sont négatifs. Donc, comme les taux sont négatifs, en quelque sorte, on nous fait cadeau de l'argent. Et puis, il nous disait, avec l'économie numérique, on va dégager de telles marges, ça va créer de telles marges de productivité qu'on va rembourser tout ça, mais en 2 coups de cuillère à peau. Et finalement, la crise du Covid allait accélérer la numérisation de l'économie. Et tout ça allait nous permettre de rembourser la dette très facilement. Bon, alors moi, tout ça, ça m'a paru complètement fou. Mais complètement fou. Et j'ai bien compris que M. Tirole était en service commandé, qu'il ne croit pas à ce qu'il raconte, c'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 20 ans que l'économie se numérise, j'ai pas l'impression que la dette se soit réduite. Vous voyez? Les taux négatifs, oui, ils étaient négatifs l'année dernière. Sauf qu'ils n'étaient pas appelés à le rester bien longtemps. Il n'y avait pas besoin d'être un grand devin ou un grand analyste économique pour savoir que c'était vraiment une situation exceptionnelle, voire incongrue et transitoire. Et que les taux n'allaient pas tarder à redevenir positifs. Donc il faut le savoir, à terme, 1 point de hausse de taux d'intérêt, ça coûte 36 milliards au budget de l'État. Le budget de l'État, c'est de l'ordre de 400 milliards. 2 points de hausse d'intérêt, 72 milliards. 3 points de hausse de taux d'intérêt, donc ça fait 108 milliards. Bien. Donc j'avais expliqué tout ça dans un article l'année dernière. Cette année, au mois de mai, c'est M. Villeroy de Gannot, gouverneur de la Banque de France, qui a tiré la sonnette d'alarme au mois de mai, donc un an après moi, pour dire exactement les mêmes choses. Mais alors, l'année dernière, il ne s'en est pas rendu compte, il ne savait pas. Il savait, sauf qu'on lui a dit « tais-toi ». Voilà, s'il a supposé qu'il eut envie de dire quelque chose. Donc, nous avons été aspirés dans une spirale d'endettement, voulue par nos gouvernants, c'est évident, parce qu'il n'y a pas que Jean Tirole. J'ai vu une fois Patrick Artus sur LCI, il rigolait, oui, la dette, c'est pas grave, allons-y. Et là, aujourd'hui, je vois des articles qu'il fait, il dit oh là là, la dette, là, la situation, ça devient catastrophique. Alors, vous savez, Bossuet disait il n'y a rien de pire que de chérir les causes dont on déplore les effets. Voilà. Eh bien, tous ces économistes ont plongé là-dedans tête baissée. J'ai quand même du mal à croire qu'eux-mêmes n'ont pas vu les choses à l'époque. Je pense tout simplement, encore une fois, qu'ils étaient en service commandé. D'un point de vue géostratégique, là je vous ai parlé essentiellement d'économie. D'un point de vue géostratégique, l'Occident ne maîtrise plus, beaucoup moins qu'avant, les affaires du monde. Et vous le voyez bien. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il essuie échec sur échec. Je vais les énumérer. Conflit de Suez, guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, Seconde Guerre du Golfe,
intervention américaine en Somalie, un désastre, il y a même eu un film. L'Afghanistan, où alors on quitte avec perte et fracas ce pauvre pays malheureux, la première puissance mondiale qui est obligée de fuir. Voilà. Le Mali récemment, la Syrie. L'Occident ne s'impose plus nulle part. Et si Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine, ce n'est pas parce qu'il est fou, comme on nous disait sur LCI au début de la guerre. On nous disait, mais Poutine est fou. Girnov, il nous disait, vous savez, il est fou, il est maboule. Ben non, c'est simplement qu'il a fait une analyse de la situation et qu'il a parié sur l'inertie, la faiblesse occidentale, qui allait lui permettre finalement de faire ce qu'il veut. Et il pensait que la réaction occidentale ne pouvait être à la hauteur et que finalement, il y arriverait. Depuis 10 ans, les pays émergents, eux, se sont organisés en contre-pouvoir international de l'influence occidentale. Et ils se sont organisés dans le cadre du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Dans mon premier livre, Vers la chute de l'Empire occidental, donc que j'ai publié il y a 7 ans, j'expliquais que cet attelage de pays qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont même ennemis, comme la Chine et l'Inde, mais pourquoi est-ce qu'ils se rassemblent? Mais pour une seule et bonne raison. C'est pour tailler des croupières, excusez-moi l'expression, dans le lard de l'Occident. C'est ça qui les intéresse. Et c'est à ça qu'ils y arrivent. Et j'expliquais dans ce livre que peu à peu, ils allaient se dégager de la tutelle occidentale, qu'ils allaient pouvoir se dégager, se libérer des pressions occidentales. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons là aujourd'hui? Parce que finalement, quel que soit le déroulé de la guerre en Russie, moi je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, j'entends les médias, est-ce qu'on peut les croire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est clair et net. Les sanctions qu'on a prises contre la Russie, qui devaient effondrer la Russie en quelques semaines, n'y sont pas parvenues. Et même, c'est ça qui est incroyable, nous-mêmes on subit le contre-coup des sanctions. Ça, il ne nous l'avait pas dit, Macron, en février. Sinon, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas été d'accord. Mais non, ça devait effondrer la Russie. En réalité, ça nous provoque énormément de contraintes, énormément de difficultés de notre côté. Et on se pose la question, mais les sanctions n'isolent-elles pas plus l'Occident qu'elles n'isolent la Russie elle-même? Et je vais vous donner une réponse très simple, parce qu'au-delà du groupe BRIC, vous avez des tas de pays qui gravitent autour de ces 5 pays et qui finalement tournent aujourd'hui le dos à l'Occident. Vous le voyez avec l'Indonésie, par exemple. Mais il y a un mois, Macron a été en Afrique pour tirer les oreilles des pays africains parce qu'ils continuent à travailler avec la Russie. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu? Je ne vais pas le dire, parce que je vais quand même épargner vos oreilles. Mais ils lui ont dit, on s'en fout de ce que tu racontes, ça ne nous intéresse pas, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Eh bien, si ça, ce n'est pas la marque du déclin de la France, évidemment, mais de l'Occident en général, parce que cette réponse qui est faite à Macron, c'est un crachat qu'on envoie à la face de l'Occident, tout simplement. On explique que, on s'en fiche, on fait notre travail avec la Russie c'est un partenaire comme les autres, et on n'a pas à suivre. Donc, au fond, qui suit les sanctions occidentales? Personne. C'est juste l'Occident. Et la Russie, elle travaille avec tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montre bien que l'Occident n'a plus la main mise sur les affaires du monde. C'est clair et net. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, la première coalition lors de la guerre du Golfe, où finalement, tout le monde était plus ou moins obligé de suivre. Tout le monde. Et même les pays arabes, le roi du Maroc et compagnie, ils ne disaient rien parce qu'ils avaient peur de l'Occident, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils approuvaient la politique occidentale, ils avaient peur. Aujourd'hui, on envoie aux Occidentaux une fin de non-recevoir dans le monde entier. Et puis l'Occident, il est bousculé aujourd'hui. Il est attaqué sur son propre sol. Il est attaqué depuis, en particulier, les fameuses tours jumelles. Il est attaqué régulièrement par le terrorisme islamique. Il est attaqué culturellement. Culturellement, il est attaqué, on lui crache au visage sur notre propre sol, et on le voit avec le développement du fondamentalisme islamique, qui remet en cause, y compris nos propres lois, et la poussée du wokisme qui veut remettre en question notre histoire, la façon dont nous voyons le monde, la façon dont nous voyons les choses sur notre propre territoire. Nous sommes aujourd'hui contestés. Donc, vous le voyez, sur tous les plans, l'Occident ne maîtrise plus la situation. Ses propres alliés, enfin ceux qu'il considère comme ses alliés, pas moi, mais ceux que les gouvernants occidentaux considèrent comme des alliés. Je vais vous en citer 2. La Turquie et l'Arabie saoudite. C'est nos grands amis, n'est-ce pas?
eh bien, ils affichent des velléités, en particulier Erdogan, qui a multiplié les escarmouches contre la flotte française, la flotte italienne, qui essaye d'empêcher des forages au large de Chypre, qui d'ailleurs, au fond, depuis 40 ans, alors c'est pas qu'Erdogan, c'est la Turquie, mais enfin, occupe une partie du territoire européen, et puis personne ne lui dit rien. Personne ne lui dit rien, pourquoi? Parce que c'est la base de lancement de missiles de l'OTAN contre la Russie. Donc, on lui épargne tout, y compris les rodomontades d'Erdogan, qui menace d'islamiser le vieux continent, qui a pour projet d'islamiser le vieux continent, qui parle d'islamiser le vieux continent, qui dit qu'il a un magistère politique et moral sur certains des États des Balkans qui faisaient partie de feu l'Empire ottoman, comme le Kosovo, la Bosnie, etc. Eh bien ça, c'est paraît-il notre allié. C'est pas mal, hein. C'est notre allié. Puis pendant la guerre en Syrie, eh ben, les Turcs soignaient les blessés, non pas de l'OTAN, hein, non, de Daesh. Ça, c'est dans l'OTAN. Donc vous voyez à quel point nos illusions nous amènent à avoir, au sein d'une organisation qui est l'OTAN et qui est censée défendre l'Occident, eh ben, nos propres ennemis sont dedans. Et finalement, pour des intérêts, je veux dire, particuliers, spéciaux, etc., ben, on maintient les choses en l'état. Nous sommes complètement aveuglés parce qu'on ne voit pas qu'en réalité, un certain islam radical, qui est représenté par Erdogan, entre autres, est notre ennemi. On ne le voit plus comme ça. Parce que l'Occident ne se veut plus avoir des ennemis, à part, bien sûr, M. Poutine, qui est l'adversaire de l'ordre mondial, mondialiste. À part lui, pour les stratèges occidentaux, il n'y a plus d'ennemis en tant que tel. L'Occident est aujourd'hui en déclin réel, et nous le mesurons dans nos vies quotidiennes, parce que les pénuries qui ont commencé déjà il y a 2 ans, c'est pas nouveau les pénuries, il y avait pénurie de semi-conducteurs il y a 2 ans, et des usines Peugeot ne pouvaient plus travailler. Vous avez eu la pénurie des masques, on a craint la pénurie des principes actifs du Doliprane. Ces pénuries, elles s'intensifient. Elles s'intensifient. Mais elles ne sont pas dues à la guerre en Ukraine, vous l'avez compris. Elles sont dues tout simplement à la dégradation de nos monnaies. Et d'ailleurs, vous voyez, vous retrouverez sur Boulevard Voltaire différents articles que j'ai écrits, avril, mai, juin 2021. Dernier article que j'ai écrit à ce niveau s'appelle « Inflation, pénurie, le quoi qu'il en coûte arrive en bout de course ». Inflation, pénurie, juin 2021. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait rien du tout, mais il me semblait que nous allions connaître des moments extrêmement difficiles, exactement ce qui nous arrive. Et finalement, la guerre en Ukraine, eh ben, c'est le cache-sexe. Vous voyez, c'est l'espèce de leurre qu'on met là pour dire, ah ben, vous voyez, l'inflation, c'est Poutine. Tout ce qui va mal, c'est Poutine, d'ailleurs, dans le monde. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Mais tout ce que je vous décris, au fond, dans ce livre, qu'on voit se déployer aujourd'hui, que je décris de façon beaucoup plus détaillée de là, parce que vous savez que j'ai un temps qui est imparti, j'essaie de survoler et parfois de schématiser. Bon. Ce ne sont que des symptômes, c'est la surface des choses. En fait, le mal, il est ailleurs, et il est beaucoup plus profond. Le mal qui ronge l'Occident, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'intensifie chaque année un peu plus, vient en fait que l'Occident a peur de lui-même. L'Occident ne s'aime plus. Il renie progressivement les valeurs qui l'ont porté au nu. Il se renie lui-même. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident constate avec effroi que toutes les valeurs qui l'ont porté pendant un siècle et demi, on va dire, le rationalisme, l'utilitarisme, le positivisme, le scientisme, sur lesquels il s'est appuyé, n'a pas abouti seulement au progrès, mais il a abouti à des monstruosités, le totalitarisme, les guerres mondiales, les projets génocidaires, etc. Et à ce titre, le nationalisme, qui était la valeur souveraine depuis le XIXe siècle, hein, l'Occident était nationaliste, hein, la plupart des pays, est particulièrement pointé du doigt. À partir de là, on dirait que l'Occident est épuisé, il est fatigué de sa longue histoire. Il est presque dégoûté de dominer, dégoûté d'être lui-même, en fait. Il confond une excroissance mortifère de son évolution, qui est le fascisme et le nazisme, par exemple, le totalitarisme, avec l'essence même de ce qu'il a porté durant des siècles, et qui a quand même conduit, qu'on le veuille ou non, à énormément de progrès. À partir de là, l'Occident prend une évolution qui est un véritable tournant. Il choisit délibérément de ne plus se vivre comme une civilisation à part entière, qui défend ses valeurs, qui défend ses intérêts, mais de se dissoudre progressivement dans le reste du monde.
de ne plus se voir comme une civilisation, mais de se dissoudre dans le reste du monde. Et cette évolution, elle porte un nom. C'est le mondialisme. Le mondialisme qui se cache derrière la mondialisation. Parce que la mondialisation, personne n'y peut rien, c'est les techniques de communication, de transport qui évoluent. Bon. Le mondialisme, c'est autre chose. C'est l'idéologie qui se cache derrière et qui se considère comme sans alternative parce que, justement, elle est portée par la mondialisation et qu'il n'y a pas d'autre solution que cela. Le mondialisme, à partir des années 50, il bénéficie d'un alignement progressif des planètes dans différents domaines qui conduisent à une évolution rapide et marquée et à un reniement des valeurs qui avaient porté jusqu'alors notre civilisation. Cet alignement des planètes, il se pose sur 3 plans. Tout d'abord, un plan intellectuel et philosophique, avec tous les courants de la contre-culture qui s'affirment à partir de l'existentialisme, du structuralisme, etc., etc. On s'acharne à déconstruire systématiquement toutes les valeurs, tous les repères, tous les piliers qui avaient porté l'Occident souverain. La famille est remise en cause. La fameuse formule « porte close, secret derrière la porte, famille, je vous hais ». De même que le travail qui est relativisé, qui est relégué, qui n'est plus, je dirais, l'activité forte qui porte le progrès, qui porte l'évolution, qui porte la richesse. Toute forme d'autorité est totalement délégitimée. L'armée et la police sont vouées aux gémonies. Les valeurs fondatrices de notre civilisation sont relativisées, contestées et rabaissées au rang de simples postulats, comme si l'Occident s'était construit sur de simples hasards. Tout d'un coup, on a décidé ça, et puis alors tout se focalise là-dessus, et tout se fonde sur de vagues idées qu'on a émises à un moment donné, qui finalement deviennent le socle d'une civilisation. On ne considère plus qu'on a des valeurs naturelles et intangibles, on considère qu'on est parti sur des postulats, et puis après tout le reste a évolué comme ça. Bon. La religion, le christianisme, tombe de son piédestal. Rappelez-vous le discours de Pompidou devant l'Assemblée nationale en mai 68. Dieu est mort. Cette idéologie de la contre-culture à l'époque, années 50-60, c'est le reflet des aspirations d'une génération, de la jeunesse très nombreuse et très influente de l'époque, cette jeunesse du baby-boom que vous appelez les boomers, cette génération à laquelle je n'appartiens pas, car je suis né après les années 60. Je tiens à vous le dire. Alors tout ceci, ça va déboucher sur les révoltes des années 60 et toute une série de mouvements un peu particuliers, comme par exemple les hippies et les punks, dont même les jeunes ont entendu parler. Alors ces hippies, moi je me suis toujours intéressé à eux, parce que, comme je dis aujourd'hui, nous sommes tous devenus un petit peu des hippies. Oui. C'était un mouvement assez particulier, si vous voulez, qui était assez spécieux. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui les rejoignaient, mais alors ils étaient très voyants. Et ils ne parlaient pas de politique, ils n'avaient pas de théorie politique, ils ne faisaient pas des discours ou des trucs, non. Ils ne parlaient pas. Mais alors, ils étaient très voyants, et on les voyait. Et quand on les voyait, on comprenait quand même pas mal de choses, leur comportement en disait long. Déjà, leur encoutrement. Alors, comment ils s'habillaient? Alors, il y avait le bonnet péruvien, le boubou africain, les babouches arabes, etc. Le mondialisme, il est là, dans l'accoutrement. C'est bête ce que je dis, mais le simple fait de s'habiller comme ça montre bien que finalement, tout est bon à prendre partout, sauf évidemment le fameux costume occidental, ou voilà, tout ça. Tout est bon du moment que ce n'est pas occidental. Alors, ces hippies étaient évidemment pacifistes, anarchistes. Ils refusent la vie réglée des familles ordinaires, le mode de vie petit bourgeois, comme ils disaient. Ils relèguent le travail aux marges complètement de leur existence. Ils vivent en nomades, n'est-ce pas? Le nomadisme, qui est tant promu par M. Attali, vous voyez, tout ça, il y a quand même un lien. Tout ça n'est pas anodin. Et ils privilégient leur épanouissement personnel. On ne s'appuie plus sur des vraies valeurs, on ne s'appuie plus sur un socle de valeurs morales. Ce qui compte, c'est l'épanouissement personnel dans sa vie. Alors, peu de jeunes devenaient des hippies à ce moment-là, mais à travers la musique, à travers le pop art, le street art, l'espace d'un festival, Woodstock, etc., beaucoup vivaient cette expérience un court laps de temps. Et l'esprit hippie, il s'est distillé dans nos vies, et il a infléchi fortement nos modes de pensée et nos comportements, sans même que nous en rendions compte. Nous sommes devenus relativistes, mondialistes, jouisseurs compulsifs, et en particulier sous l'influence de ces courants-là. Parallèlement à cette évolution, deuxième planète qui s'aligne, la planète économique. Les puissances économiques de l'époque,
puissances financières, ont emboîté le pas de ce mondialisme, de cette déconstruction. Désormais, elle ne raisonne plus à l'échelle d'un pays. À l'époque, on disait ce qui est bon pour l'Amérique, pour General Motors, est bon pour l'Amérique. Parce que General Motors faisait travailler des ouvriers américains qui donc étaient rétribués et qui finalement pouvaient payer les voitures. C'est Ford qui disait « je paye mes ouvriers de manière à ce qu'ils puissent acheter mes voitures ». Bon. Mais là, c'est fini tout ça. Les puissances financières, les puissances industrielles raisonnent à l'échelle du monde et non plus à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Elle s'appuie sur le commerce international qui s'est largement développé, qui a pratiquement doublé en part de PIB en 40 ans. Et les puissances économiques, elles prennent acte de tout ce qui se passe. Elles prennent acte de ces révoltes des années 60. Elles constatent la désaffection croissante des peuples occidentaux pour certains types de travail, en particulier le travail ouvrier. Et elles entament le processus de délocalisation. Constatant la poussée de l'hédonisme, elle favorise le consumérisme. Nous sommes devenus une économie, non pas de production, mais de consommation. Et vous n'avez pour cela qu'à écouter M. Le Maire. M. Le Maire, il vous explique que tout va bien à partir du moment où la consommation repart. Si ce n'est pas la consommation qui repart, il n'y a plus rien, c'est vrai, l'investissement, il n'y en a plus, la production, il n'y en a plus, c'est la consommation. Voilà. Donc, en fait, notre économie ne dépend plus que de la consommation. Sauf que comme elle ne produit plus, ben, la consommation, il faut bien l'alimenter avec quelque chose. On l'alimente avec quoi? Ben, on l'alimente avec les États-providence, et les États-providence, on les alimente avec quoi? Avec les déficits et avec la dette. Voilà à quoi tiennent notre croissance économique depuis 40 ans. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle France, 30 ans de récession masquée. Pour ceux que ça intéresse, regardez-la. Vous verrez qu'en réalité, un pays comme la France est en récession depuis 30 ans, et cette récession, elle est camouflée par les déficits et la dette. Dans un monde toujours plus ouvert, les Occidentaux sont voués à consommer des produits usinés ailleurs, par des travailleurs plus dociles, moins chers, moins attentifs à leur qualité de vie. On favorise aussi surtout la spéculation et l'opportunisme, qui s'appuient sur le court-termisme, alors que le capitalisme à papa, eh bien, il privilégiait l'épargne, il privilégiait l'investissement, les projets, une vision à long terme. On change complètement de paradigme. Aujourd'hui, c'est des coûts qu'on fait à la minute. Mais quel est le problème de tout ça? C'est que ça ne crée pas de la vraie richesse. Ça ne crée pas de la vraie richesse, ça modifie la valeur des choses, ça joue sur les effets de valeur, sur les effets psychologiques qui se portent sur telle ou telle société. Jusqu'à un temps récent, vous savez, M. Musk, qui est la plus grosse fortune du monde, ne faisait pas de bénéfices. Il engrangeait des pertes, mais juste sur l'espoir que, ou l'impression que, les effets psychologiques, eh bien, il était capable de drainer l'épargne des gens là-dessus. Une personne comme M. Drahi, qui s'est constitué une fortune, finalement, avec très peu d'argent personnel. C'est les banques qui lui prêtent de l'argent. Et il fait des systèmes de LBO, leverage buyout, c'est-à-dire qu'en fait, il achète la société avec l'argent de la banque et il rembourse les crédits en virant les salariés, en faisant venir des cost-killers qui ruinent, je dirais, les coûts, qui ruinent, en fait, je dirais, la qualité de l'entreprise. On le voit, par exemple, avec SFR. Donc tout ça, en fait, c'est des coûts spéculatifs, des coûts financiers qui ne créent pas de la valeur, qui la détruisent en réalité. Voilà. Et c'est ça qu'on nous propose comme palliatif à l'économie industrielle. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ne cesse de descendre. Ce capitalisme de spéculation et de consommation, c'est un capitalisme qui remplace le capitalisme à l'ancienne, et puis il flatte les égos. Parce qu'un consommateur, il faut le pousser à acheter. Donc on flatte son égo. Et à travers ça, l'ADN de l'Occident, il est mutant. L'individualisme, moi je vous ai dit, c'était bien tout à l'heure. Bon, alors je sais que beaucoup de gens vont me dire « Ah non, c'est pas bien, etc. » Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'individualisme, ce n'est pas l'individualisme, c'est l'égotisme narcissique qui est entretenu par l'hyper-consumérisme de notre société, par les grands marchands qui finalement font croire à tout le monde que tout le monde est génial, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Nous sommes dans une société où tout le monde, finalement, écoutez ce qu'on vous dit. Alors c'est lié à la déconstruction, je dirais, au processus de l'idéologie de déconstruction, c'est aussi lié à l'économie de la consommation. Finalement, comme je dis à ma fille, en France, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, sauf les flics et les patrons. Hein, et tout ça, c'est finalement, je dirais, tout le marketing, toute la publicité, tout ce qui est autour de ça, qui crée cette impression. On croit qu'on peut maintenir notre prospérité avec des coûts, ou alors en se divertissant, ou alors en consommant. Mais ça, c'est un leurre, et le vrai déclin, il est là.
Il est là. Et jusqu'à présent, si on ne l'a pas vu, c'est l'endettement qui a permis de boucher les trous à droite, à gauche, de camoufler tout ça, mais de moins en moins bien. Et puis tout ça, moi je vous le dis, ça ne va pas tarder à nous exploser à la figure, là encore, pour épargner vos oreilles. Privé de sa vraie force productive, l'économie occidentale se camoufle par les États-providence pour masquer les effets sociaux du déclin. Elle s'endette pour maintenir le système debout. Mais toute cette architecture bancale, elle est en passe de s'écrouler. Car qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que le déficit? Qu'est-ce que c'est que la dette? C'est de la création de fausses monnaies. C'est de la fausse monnaie qu'on crée. C'est comme la planche à billets, sauf que ça ne s'appelle plus comme ça. C'est les États qui n'arrivent plus à boucler leur budget, malgré qu'un pays comme la France, c'est le taux de taxation le plus élevé du monde, mais on n'arrive plus à boucler notre budget, nos dépenses. Sur les dépenses publiques qui représentent à peu près 1300 milliards d'euros, 700 milliards, c'est des dépenses des revenus de transfert. Donc, on s'endette pour ça. Et en s'endettant, donc c'est la Banque centrale qui rachète les dettes, c'est de la création monétaire déguisée. Et donc, on dégrade nos monnaies. Troisième planète à s'aligner, les institutions internationales, le monde politique. Parce que pour éviter la guerre coûte que coûte au lendemain de la guerre mondiale, on instaure l'ONU, le GATT, qui est devenu l'OMC, l'OMS, l'UNESCO, l'OCDE, la Cour pénale internationale, etc. On développe la coopération internationale, on limite la souveraineté des États, on veut privilégier la concertation. Voire on promeut l'effacement des nations, avec un exemple, un laboratoire, la construction européenne, qui dévitalise la puissance et la souveraineté des nations au profit d'une instance supranationale, et on efface les frontières internes. L'Union européenne, c'est aujourd'hui le laboratoire d'un futur gouvernement mondial, rêvé par les politiques et les hauts fonctionnaires internationaux, et par le monde de la finance, bien entendu, qui est caché derrière tout ça. Tout ceci indique la tendance. On veut saper la puissance des États, on les ligote entre eux dans le cadre de l'Union européenne, et on leur impose d'entrer dans le grand bain du mondialisme. Je vous donne la preuve par deux. Le pacte de Marrakech, vous en avez probablement entendu parler, qui ouvrira demain un droit à la migration et créera des instances juridiques pour punir les États qui n'accueillent pas convenablement les migrants et pour punir les médias qui ne véhiculent pas une image positive de la migration. C'est écrit noir sur blanc dans le pacte de Marrakech. Donc ça veut dire que les États n'ont plus la maîtrise de leurs frontières pour les entrées et les sorties des gens. Et puis il y a les traités de libre-échange, CETA, TAFTA, l'Euro-Mercosur, qui eux aussi créent des tribunaux que pourront saisir les entreprises contre les États, si elles estiment que ces États n'ouvrent pas assez leurs portes à leurs produits, n'en font pas assez, essayent de contrer leur pénétration. Donc les frontières sont effacées pour les hommes, les frontières sont effacées pour les produits, mais à quoi servent les États puisqu'il n'y a plus de frontières? Ils servent à quoi? À rien. Ils sont obligés de prendre tous les vents, tout le monde, tout ce qui vient, tout ce qui va pas, et puis on n'a plus notre mot à dire. C'en est fini de la démocratie, c'en est fini des États, c'en est fini de tout. C'est ce qui se prépare, c'est ce qui se concocte actuellement dans les arcanes des institutions internationales. La souveraineté des États, elle est noyée dans un entrelac de juridictions, de tribunaux, d'organes de concertation, qui aboutissent en fait à leur lier les mains. C'est un peu comme si l'Occident voulait s'auto-ligoter, s'auto-empêcher, s'auto-censurer, mais c'est normal, puisqu'il ne s'aime plus. Donc il ne veut plus avoir la main. Pratiquement, c'est comme une espèce de grand malade un peu fou, psychotique, qui préfère se droguer avec des tas de produits pour éviter de faire des bêtises. Nous en sommes là aujourd'hui. Tout cet alignement de planètes, il a trouvé un moment X, une heure H, le moment favorable pour déployer le mondialisme. Et ce moment, c'est la chute du mur de Berlin, où le monde est désormais ouvert en totalité, et il faut le rallier aux nouvelles valeurs de l'Occident, en partageant notre prospérité et nos valeurs. Et le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, qui est sorti en 1990, l'exprimait à l'époque ouvertement, et je dirais même triomphalement. C'était le triomphe de la mondialisation heureuse. La mondialisation heureuse, c'est quoi? L'Occident, tout le monde veut devenir occidental. Alors pourquoi? Ce n'était pas pour Léonard de Vinci ou pour Socrate ou non. C'était parce que les jeunes du monde entier voulaient des blue jeans, voulaient des groupes de rock, voulaient des voitures design, la mode, etc. Voilà.
Et pour arriver à ça, il fallait que l'Occident déploie sa prospérité à travers le monde, et c'est donc le mouvement, je dirais, de délocalisation qui devait l'amener. En 2001, la Chine entre à l'OMC. Et là, M. Clinton, il va d'un discours dithyrambique. Parce que la Chine, dans l'OMC, elle va devenir très rapidement, elle va railler les valeurs de l'Occident. Elle va devenir une forme de démocratie libérale à la sauce chinoise, elle va se libéraliser, etc., etc. Eh bien, pour répondre à ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher un leader populiste ou quoi que ce soit. C'est Macron qui a répondu 20 ans après à M. Clinton. Macron en personne. Parce qu'en 2001, il a eu ces quelques mots. Il a tiré le bilan de 30 ans de mondialisme. On se demande aujourd'hui si c'est le monde qui a changé la Chine ou si ce n'est pas la Chine qui est en train de changer le monde. Et oui, ça, ce bilan-là, c'est le bilan du mondialisme, parce que la Chine, c'était véritablement le pays qui allait devenir, qui allait porter le mondialisme, qui allait faire basculer le monde vers le mondialisme. Et ce mondialisme, il s'est produit, mais sauf qu'au lieu d'être occidental, eh bien, il devient chinois. Regardons aujourd'hui où en est l'Occident. L'Occident, il est acculé de toutes parts. Nous dépendons au niveau de nos approvisionnements énergétiques de la Russie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Algérie. Que des amis. Merveilleux, hein? Nous dépendons aussi de la Chine pour nos approvisionnements manufacturés, mais là aussi, pas de problème, c'est nos amis. Au niveau alimentaire, il faut le savoir, pour la première fois de son histoire, la France est en déficit de sa balance agricole. C'est-à-dire nous ne sommes plus autosuffisants au niveau alimentaire. Nous sommes dépendants pour tout et de tout vis-à-vis de tout le monde, de tous ces pays que je vous ai cités, que nous aimons tant. Et nous sommes dépendants alors même que nos monnaies sont totalement dévalorisées, totalement dégradées par des années de laxisme des banques centrales. Donc nous sommes dépendants, nous avons besoin de tout payer, de tout acheter ailleurs, et nos monnaies, là aussi je vais vous épargner vraiment le fond de ma pensée, ça devient du papier buvard, on va dire ça comme ça. Bien. L'Occident utopiste croit depuis des années que l'on peut remplacer la production de richesses par la fabrication de monnaie. Et il y a même une théorie qui a été montée pour démontrer cela. C'est des économistes qui ont mis cela en théorie, ça s'appelle la théorie monétaire moderne. Elle est moderne. Et elle a été pondue par Stephanie Colton, et elle a servi de socle au programme de Bernie Sanders. Et puis finalement, elle a été ressucée par M. Biden. Alors, cette théorie monétaire moderne, elle explique qu'en fait, on peut tirer de la monnaie, pas de problème, il y a des capacités de production. On tire de la monnaie, c'est pratiquement le fait de faire de la monnaie qui va générer de la production derrière. Bon, sauf que ça ne marche pas. Voilà. Et Biden l'a pourtant appliqué dès qu'il est arrivé au pouvoir. En mars 2021, il décide d'un plan de relance qui consiste à envoyer des chèques de 8 000 € à tous les foyers américains qui gagnent moins de 8 000 $, pardon, à tous les foyers américains qui gagnent moins de 80 000 $, je crois. Bon. Et alors là, rappelez-vous, la presse s'extasie. S'extasie. Tout le monde est content, mais lui, il fait quelque chose. Lui, vraiment, ses plans de relance à lui, ça marche. C'est tout de suite, il y a le chèque dans la boîte à lettres. Voilà. Personne ne se pose la question, mais il sort d'où ce chèque? L'argent, il vient d'où? Bon. J'ai participé sur TV Liberté à ce moment-là à une émission de Tête à Clash, où je débattais avec des gens. Et alors, même sur le plateau de TV Liberté, on me disait, mais vous voyez, c'est pas comme l'Union européenne, hein. Lui, il décide et ça se fait. Oui, ça se fait, mais si c'est n'importe quoi qui se fait, il vaut mieux carrément qu'on ne fasse rien, vous voyez. Parce qu'en fait, cette politique, elle ne fait que discréditer un peu plus un dollar qui était déjà mal en point. Parce que Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut bien le comprendre quand il fait ça. Il endette l'État fédéral américain, qui est déjà très entêté. Donc, on fait de la dette supplémentaire. Cet argent, on le donne aux Américains. Mais on ne relance pas la production en même temps. Donc, les Américains ont de l'argent, mais ils n'ont pas de produits en plus. Qu'est-ce qui se produit? Ils achètent des produits étrangers, des produits chinois. Donc, Biden a endetté les États-Unis pour enrichir les industriels chinois. C'est quand même extraordinaire. Et tout ça, donc, pour une relance qui va durer 3 semaines, 1 mois. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une vague d'inflation comme les États-Unis n'en ont plus connue depuis 40 ans, parce que dès le mois de septembre, l'inflation aux États-Unis était terrible. Elle était de 3 points au-delà de celle de l'Union européenne. Mais évidemment, tous les commentateurs, et en particulier tous les politiques de gauche qui ont trouvé cette politique géniale, n'ont pas du tout fait le lien entre l'inflation du mois de septembre et la politique de Biden du mois de mars. Pourtant, c'est évident, c'est ça qui a provoqué cette recrudescence de l'inflation. Même à l'agonie, l'Occident s'acharne à reproduire les politiques
qui l'ont mené dans le mur. Et en cela, écoutez, moi, ça me fait penser à un truc très simple, ça me fait penser au dernier temps de l'Union soviétique, vous voyez, il y avait la nomenclatura qui se réunissait, puis alors ils constataient, mais ça ne marche pas. Mais alors pourquoi ça ne marche pas? Ils auraient pu se dire, c'est peut-être parce que c'est communiste, justement, c'est un système qui ne marche pas. Mais non, ils vous disaient que ça ne marchait pas parce que ce n'était pas assez communiste. Parce qu'en fait, il y avait des éléments pervers, des salles réactionnaires qui empêchaient le système de bien fonctionner. Mais qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a les méchants populistes. Vous voyez, les ringards qui sont toujours dans le passé, qui s'accrochent à des vieilles lunes, etc. C'est eux qui bloquent le système mondialiste qui, sans cela, ce serait merveilleux. Ce serait le paradis sur Terre. En réalité, le système mondialiste ne peut pas marcher, il ne marchera pas plus que le système communiste. Pourquoi? Parce que l'homme communiste n'existait pas, et l'homme mondialiste n'existe pas non plus. C'est une vision de l'homme qui est fausse, qui part sur des présupposés erronés. Le mondialisme part du présupposé que la paix, le commerce, la liberté individuelle, les droits de l'homme, la coopération économique sont des valeurs partagées par tous dans le monde. Mais en réalité, tout ça, c'est notre ethnocentrisme à nous, notre égotisme, je dirais, étalé à l'échelle de toute notre civilisation. C'est l'Occident fatigué d'être lui-même qui pense comme cela, et qui croit que les autres aspirent aux mêmes choses, en sont au même stade. Or, ce n'est pas le cas. Pendant que les Occidentaux confiaient les clés de leurs économies aux multinationales et aux banques, se montraient prêts à un partage de leur prospérité via les délocalisations, la coopération, les échanges avec les pays émergents. Eux, les pays émergents, ils ne cessaient de renforcer les outils de leur puissance, leur souveraineté. Et tout ça pour tailler des croupières à l'Occident. Avec les fonds souverains. Les fonds souverains, qui c'est qu'il y a des fonds souverains importants? C'est la Chine, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est les Émirats. Eux, leur économie, elle est pilotée par une stratégie d'État. Et elle n'est pas livrée simplement aux intérêts de puissances financières qui sont aujourd'hui complètement cosmopolites. Donc, l'économie est mise au service totalement de la puissance des États. Et c'est ce qui permet de mettre sur pied des projets pharaoniques, comme par exemple les routes de la soie. Voilà. On est bien loin, avec ces pays-là, de l'irénisme mondialiste des pays occidentaux qui pensent que le seul fait de développer le commerce international et les échanges, ça va amener la prospérité de tout le monde et tout le monde va être content, ça va être la fraternité universelle, on va s'embrasser sur la bouche, etc. Mais on voit bien, au bout de 30 ans de cette politique, que ce n'est pas du tout le cas. Les puissances émergentes, elles n'inspirent pas à la paix à tout prix. Elles inspirent à renverser l'hégémonie occidentale. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le groupe BRIC, mais il y a bien d'autres choses. Elles aspirent à s'emparer du pouvoir international et elles agissent uniquement en ce sens. Aujourd'hui, plus que jamais, elles disposent d'outils et d'armes redoutables. Et des outils que l'Occident leur a mis entre les mains, pratiquement. Et puis la faiblesse de l'Occident, c'est l'outil principal. Alors, quand je dis cela, qu'est-ce qu'on me rétorque à chaque fois? Et je vais vous le dire, mais ils ne vont pas nous faire de mal. Ils ne vont pas s'attaquer à nos économies. Ils n'ont pas intérêt. Sinon, eux aussi, ils vont avoir le contre-coup. C'est ce qu'on vous raconte. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Je dis oui, ils n'auraient pas intérêt si c'était des Occidentaux qui raisonnaient comme nous. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce sont des Russes, ce sont des Chinois, ce sont tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des Occidentaux. Ils n'ont pas les mêmes raisonnements que nous. Leur civilisation n'est pas au même stade que le nôtre. Ils ont subi les humiliations et je dirais les défaites de colonialisme et tout ce que vous voulez. Ils ont le goût amer dans la bouche et une envie de revanche. Eh bien, ils ne nous louperont pas. Ils ne nous louperont pas dès qu'ils en auront l'occasion, et j'ai comme l'impression que ça se profile à l'horizon. Leur priorité à eux, ces pays émergents, la Chine, la Russie par exemple, ce n'est pas leur opinion publique. Nous, en France, c'est l'opinion publique qui fait tout. Dès qu'il y a un mouvement dans les sondages, on change tout. Macron, qui voulait réduire les déficits et compagnie, arrivé au pouvoir, c'est lui qui a fait exploser les déficits et qui a fait monter de 5 points la dépense publique. Mais rappelez-vous, il était censé combattre les déficits. Pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Parce qu'il y a eu une pression de l'opinion publique, dans des circonstances certes particulières, mais il a cédé. Mais vous croyez que le régime chinois, il cède à l'opinion publique? Non, il fait céder l'opinion publique, si tant est qu'il y en ait une. C'est exactement le contraire. La priorité de ces émergents, c'est le contraire de ce que nous faisons. C'est la puissance avant tout, alors que nous, c'est l'opinion publique et le bien-être des populations avant tout.
S'il faut imposer des sacrifices à leur population, avec la promesse de plus de puissance, tous ces pays-là feront ce qu'il faut. Et vous le voyez avec la Russie, quand Poutine attaque l'Ukraine, il sait très bien qu'il va y avoir des contre-coups, il sait très bien qu'il va faire souffrir sa population. Ben, il le fait. Il le fait. Il n'avait pas intérêt. Si on raisonne en occidental, il n'aurait pas eu intérêt. Mais il l'a fait quand même. Les États occidentaux, depuis 30 ans, s'endettent pour soutenir le pouvoir d'achat des populations. Les Chinois, eux, qui engrangent les rentrées de devises et les recettes de leurs exportations, ben, elles ne font pas comme ça. Oui, la population s'enrichit, le niveau de vie monte, mais une grande part de ces rentrées, de cette richesse, est utilisée pour investir dans des filières de montée en gamme de leur économie. Parce qu'on l'oublie, peut-être les jeunes ne l'ont pas vu, mais la Chine, à l'époque, était un pays très pauvre, c'était du niveau d'un pays d'Afrique. Bien. Et au début, elle s'est lancée grâce à l'appui des multinationales occidentales qui ont investi là-bas, mais c'était considéré comme un pays de sous-traitants, quoi. C'était le sous-traitant de l'Occident, ben, tu fabriques tes trucs là, et puis voilà. Mais qu'est-ce qui a changé la donne? C'est que l'État chinois n'a pas voulu se contenter de ça. Et il a investi tout l'argent qu'il a gagné dans la montée en gamme, dans des filières beaucoup plus haut de gamme. Et la Chine, parce qu'à l'époque, hein, moi j'ai connu à Sciences Po, on nous disait, mais non, mais nous, oui, ben, on va laisser tomber, on ne va plus fabriquer ni de fenêtres, ni de meubles, ni de textiles, c'est eux qui vont le faire, et nous, on va leur vendre des ordinateurs. Et 30 ans après, eh ben, ils nous vendent le textile, les jouets, toutes leurs camelotes, puis ils nous vendent aussi des ordinateurs. Hein. Puis nous, on vend quoi? Ben, pas grand-chose, hein, finalement. Hein. On ne vend plus rien. Hein. Voilà quel est le problème. Mais moi, je me rappelle de tout ce qu'on me disait à l'époque. Vous voyez ce que je veux vous dire. Eux, ils échafaudent des stratégies sur 20 ans, 30 ans, pendant que nos gouvernements à nous sont sous la pression permanente des corps électoraux. Les intérêts des Occidentaux et des émergents n'ont rien à voir. Du mondialisme, les émergents ne se servent que des avantages, de ce qui les arrange. Et comme M. Xi l'a exprimé en 2021 au Forum de Davos, il est venu prêcher le libre-échangisme. C'est ce libre-échangisme qui leur apporte tant. Il a dit que si on met des barrières protectionnistes, c'est le retour à l'âge de pierre. Évidemment, tout ça, c'est pour contrer la seule politique qui est venue tenter de mettre un frein à son expansionnisme. C'est la politique de Trump, qui était complètement contraire de tout ce qu'a fait Biden et de tout ce que font tous les autres, d'ailleurs, hein, depuis 30 ans. Cette politique, ça consistait en quoi? Très schématique. Hein. Premièrement, on baisse les impôts de production pour relancer la production. Deuxièmement, on protège notre marché avec un protectionnisme évidemment ciblé. On ne va pas fermer nos frontières, c'est pas ça. Mais on protège le redémarrage de certaines industries sur le territoire américain chaque fois que c'est possible. Bon, cette politique, elle a été totalement dénigrée par les commentateurs. Il paraît que c'était une politique à l'ancienne, ringarde, des économistes à papa, etc. Machin. Mais sauf que quand Trump a pris le pouvoir, 2 ans après, le taux de croissance aux États-Unis, c'était 4,5%, un taux de croissance qu'on n'avait plus connu depuis 40 ans, c'est-à-dire c'était des taux de croissance de la période des 30 glorieuses. Et alors les démocrates disaient, oui, mais ça c'est une politique pour les riches. Alors c'est vrai que les démocrates, ils aiment les pauvres. D'ailleurs, quand il y a les démocrates, il y a toujours plus de pauvres. Bon, ça doit être pour ça. Mais non, parce que dans le même temps, les salaires aux États-Unis, la hausse des salaires aux États-Unis a doublé pendant ces 2 années, avant que le Covid n'arrive, a doublé par rapport à la hausse des 2 dernières années de l'époque Obama. Pourquoi? Parce que quand vous remettez des usines en place, quand vous créez les conditions du plein emploi, eh bien forcément, le salarié devient rare et les salaires augmentent. Et donc c'est une politique qui, au départ, effectivement, baisse les impôts des entreprises, baisse les impôts de production, mais au final, se retrouve pour tout le monde dans le plein emploi et dans, je dirais, la hausse des salaires et la hausse du pouvoir d'achat, un vrai pouvoir d'achat qui, lui, est fondé véritablement sur de la production de richesse. Mais il paraît que tout ça, c'était pas bien. Il vaut mieux faire comme Biden, on envoie directement le chèque. Comme ça, il n'y a même pas besoin de travailler, l'argent arrive tout seul. Voilà. Prenez un autre exemple. Nos États occidentaux sont sous la tutelle du monde de la finance. Ils délèguent en fait leur économie aux intérêts des multinationales et du monde de la finance. Ils sont pieds et poings liés puisque nous sommes surendettés. La France, elle est en déficit minimum 3% tous les ans. Si les banques ne financent pas de bonnes conditions ce déficit, on est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent dans les distributeurs, tout s'arrête du jour au lendemain. Ah ben, on est obligé de suivre. C'est pour ça que, par exemple, on adopte
la fameuse directive BRRD, je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous en avez entendu parler, directive BRRD. C'est une directive qui a été décidée par la Commission de Bruxelles en 2017, ratifiée par le Parlement français en août 2017, 2 mois après l'arrivée de Macron. C'est une directive qui permet aux banques en difficulté de déclencher un mécanisme de sauvegarde et de puiser sur les comptes des clients pour se renflouer quand elles sont en difficulté. Donc vous voyez, c'est les banques qui nous gouvernent. Les politiques ne prennent pas des décisions comme ça, forcément de gaieté de cœur, mais simplement on le dit, c'est comme ça, autrement, ça va mal. Voilà. Donc, la spéculation, le monde de la finance spécule. Quand ça marche pour eux, ils encaissent les bénéfices. Quand ça ne marche plus, ben, c'est les clients qui payent, ou les contribuables jusqu'à présent. Bon. Mais en Chine, le monde économique, à qui on a laissé un peu de liberté, justement, parce que ça crée de la dynamique, mais il est sous la tutelle du gouvernement chinois. C'est toujours le gouvernement chinois qui a la main et qui défend, encore une fois, ses intérêts. Le mondialisme béat et irénique, c'est pour les Occidentaux. La mondialisation profite essentiellement aux pays émergents, mais eux, ils n'ont jamais basculé dans l'utopie, finalement. C'est logique. Eux, ils défendent leurs valeurs, ils défendent leurs intérêts, fussent-ils en contradiction avec ce mondialisme des Occidentaux que les Occidentaux considèrent comme l'alpha et l'oméga de la politique actuelle. Alors, mon livre, il se termine par tout un ensemble de prospectives. Je ne vais pas tout vous les décrire parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, ça vous donnera l'occasion de les lire. Mais, que pourrait-il se passer ? C'est un livre vraiment de prospective dynamique par rapport à vers la chute de l'Empire occidental, qui était encore une fois une analyse statique. Mon livre échafaude toute une série de scénarios, et parmi ceux-ci, un scénario noir. Et ce scénario noir, malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Alors, ce scénario noir, c'est une série d'événements qui se produit et qui déclenche, au fond, l'écroulement économique de l'Occident. Et après l'économie, vous le savez, c'est la stratégie, nos positions politiques, etc. C'est tout le reste qui suit. Ce scénario, quel pourrait-il être ? Hausse des taux d'intérêt. Ça a commencé. Fin du quantitative easing. Donc, les bulles spéculatives sont privées de l'argent facile dont elles bénéficiaient. Parce que si la bourse était à ces niveaux-là, c'est pas parce que l'économie se portait bien, c'est parce que la Banque centrale envoyait de l'argent à tire-larigot, à taux négatif, sauf que ça, c'est fini. Donc, tout ça, ça a créé des bulles spéculatives, et ces bulles spéculatives, aujourd'hui, elles sont privées de leur drogue, c'est-à-dire de l'argent à taux négatif. Privées donc de cet argent, krach financier. Alors, vous me direz, c'est pas le premier. Il y en a qui me disent, ah oui, ben bon, capitalisme, il y a toujours des krachs financiers. Et oui, mais ce coup-ci, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, il y a une nouveauté. Il y a krach financier en Occident, mais en face, il y a des puissances économiques qui sont aussi fortes que nous. Et ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'en 29, quand il y a le problème, je dirais, de la crise de 29, il n'y a pas de puissance en face qui peuvent prendre le relais. Ce n'est pas l'Union soviétique de l'époque qui allait prendre le relais de l'économie mondiale, n'est-ce pas ? Même pendant le choc pétrolier de 73, ben nous, on est en difficulté, mais qui en profite réellement ? Oui, les pays arabes. Mais est-ce que c'est eux qui vont nous supplanter ? Non. Mais aujourd'hui, oui, il y a des puissances qui sont prêtes à prendre le dessus sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? En 2008, donc, écroulement de crise des subprimes, écroulement du monde de la finance. Bien. Comment l'Occident s'en sort ? Ben, il sollicite les pays émergents et, au demeurant, on crée le G20 qui inclut ces pays émergents dans la gouvernance mondiale. Vous voyez, première reculade, parce qu'on a besoin de leur argent, tout simplement. On a besoin de leur argent. Alors, bon, ben, on se met d'accord entre les Chinois, Arabie Saoudite, Qatar, pour renflouer l'Occident. Ben oui, mais pourquoi ? Mais parce qu'à l'époque, les marchés de consommateurs occidentaux étaient essentiels pour ces pays-là. C'était essentiel. Mais 15 ans après, nous sommes de moins en moins essentiels à l'économie mondiale. Si nous avons aujourd'hui un écroulement, un krach financier, effectivement, je pense que les Chinois vont encore venir nous renflouer, sauf que les conditions, ce ne seront plus les mêmes. Ce sera beaucoup plus draconien, et ce sera l'occasion pour la Chine de nous ravaler au rang de colonie. Nous allons probablement connaître un scénario à la grecque, n'est-ce pas, avec évidemment des infrastructures, des transferts de technologie, des brevets. Ah ben oui, on va nous donner l'argent pour qu'on survive. Mais alors, qu'est-ce qu'on va nous prendre derrière ? Rachat d'entreprises, rachat de biens immobiliers. On va nous imposer tout et n'importe quoi. C'est les Chinois qui vont coloniser la planète. C'est comme ça que ça pourrait tourner. En tout cas, la planète Occident. Et qui pourrait même aller plus loin.
C'est-à-dire que ces Chinois dont nous dépendons pour tout, c'est-à-dire que sans les produits chinois, on ne peut plus rien produire ici, on ne peut plus rien faire. Eh bien, peut-être qu'ils vont nous dire, mais nous, on veut bien vous livrer, hein. On va vous livrer, il n'y a pas de souci, hein. Mais vous savez, votre monnaie, hein, c'est pas terrible, hein. Vous ne voudriez pas nous payer autrement, non? Voilà. Et à ce moment-là, on fait comment? Donc voilà la question, on fait comment? Alors, toujours pareil, les économistes de plateau vont me dire « Ah oui, mais ils n'ont pas intérêt ». Mais moi, je vous dis non, ils ont intérêt. De leur point de vue, ils ont intérêt. Parce que ça va être l'occasion unique de prendre le dessus sur nous, une fois pour toutes. Même s'ils doivent faire souffrir la population. Vous savez, j'avais écrit un article l'année dernière dans Boulevard Voltaire, un article qui racontait que le gouvernement chinois avait décidé de rationner l'alimentation des Chinois et de dire, par exemple, maintenant, dans les restaurants, on ne jette plus les restes, les gens repartent avec les restes, etc. On rationne l'alimentaire. Donc, un pays qui est capable de faire ça, mais vous croyez qu'il n'est pas capable d'imposer, je dirais, des restrictions à sa population pendant 1 an ou 2, parce que l'Occident se porte mal, mais on explique que dans 3 ans, on va devenir la première puissance mondiale. Moi, je vous dis qu'ils n'auront aucun mal à le faire. Voilà. Et donc, ce scénario-là, je ne vous dis pas qu'il va se produire, mais c'est une éventualité. Et il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte qu'aujourd'hui, cet Occident est tellement faible, tellement dépendant des autres, il a été tellement laxiste et tellement négligent, tellement désinvolte, qu'il est dans une situation où, affaibli comme jamais, il pourrait devenir effectivement, non plus la civilisation d'exception, mais une civilisation comme les autres, et je dirais même dominée comme les autres l'ont été pendant des siècles par elle-même. Alors, je ne voudrais pas que vous repartiez chez vous dépressif, comme moi. Eh oui. Je vais vous dire, moi j'ai quand même foi dans l'Occident parce que j'ai foi dans la civilisation d'exception. Et je suis persuadé que nous allons trouver les solutions et que nous allons nous réveiller. Vous savez, les plus anciens le savent, je parle pour les plus jeunes. Le mondialisme, il s'est déployé sur 30 ans, c'est pas arrivé comme ça, c'est 30, 40 ans, des petits changements comme ça, et puis petit à petit on s'habitue. Ça a mis 30, 40 ans à s'imposer. Et ce que je constate moi depuis 5-6 ans, c'est qu'il y a un mouvement, mais en sens inverse aujourd'hui, qui est en train de se reproduire. Et puis vous avez une course contre la montre entre les mondialistes, qui ont de plus en plus de puissance, et qui accélèrent leur agenda. Mais pourquoi ils accélèrent leur agenda? Ça ne les arrange pas d'accélérer leur agenda. Ils se mettent à découvert. Tout ce qui était plus ou moins caché, qui avançait petit à petit, ben, ça devient patent aux yeux des gens. Ils accélèrent l'agenda parce que les populistes ne cessent de monter. Donc, les mondialistes ont de plus en plus de pouvoir et de puissance, mais les populistes ont de plus en plus d'influence dans la population. Et au forum de Davos de cette année, moi j'ai bien regardé toutes les conférences qui ont eu lieu, on sent une angoisse du forum de Davos par rapport à ça. Et vous aviez par exemple une conférence où on dit mais les dirigeants économiques, politiques n'ont plus la confiance comment ils disent, n'ont plus la confiance des individus, des consommateurs et des communautés. Les mots sont bien choisis, individus, consommateurs, communautés. Les peuples, ça n'existe pas, hein, vous avez remarqué. On est des individus, on est des consommateurs et on rentre dans une communauté, laquelle, moi, je ne sais pas, à part la nationale, mais bon, voilà. Comment faire pour reprendre le dessus? C'est ce qu'ils disent. Ils sont démocrates, hein, mais il faut quand même reprendre le dessus sur le peuple. Comment ils vont faire? Je ne sais pas. Et comment faire pour reprendre le dessus en plaçant les individus et la planète au-dessus de tout? C'est marqué noir sur blanc, hein. Encore une fois, les peuples et tout ça, ça n'existe pas. Alors moi, je suis persuadé que malgré tout, le réveil, il est là. Les pays basculent comme des dominos dans le sens du populisme, malgré le rouleau compresseur des médias qui écrase notre poids médiatique à nous, c'est 5% de l'image, c'est rien. Et bien malgré tout, on représente beaucoup plus que ces 5%. Et dans tous les pays, le trumpisme, qu'ils espéraient avoir vu disparaître. Mais il est encore là. Alors maintenant, on s'attaque à Trump, parce que, évidemment, c'est la hantise. Mais la réalité, elle est là. Dans tous les pays, les mouvements populistes ne cessent de progresser. Et je pense que c'est là qu'est le cœur, je dirais, de l'élan salvateur qui va nous permettre de redevenir cette civilisation d'exception. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention.